Vous écoutez Duo de Plume. Vous écoutez le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. De quoi parle-t-on aujourd'hui, Cyril ? Alors on a l'envie d'essayer de vous parler des clichés et des tropes. Et en préparant l'épisode, on s'est rendu compte que ça va être à la fois intéressant et complexe. Donc suivez-nous, chers auditeurs. Oui, on est pas sûr de nous. Et pourtant, on a préparé clairement, mais on s'est aperçu qu'il y avait un problème de distinction et de sémantique. On va essayer de pas vous perdre, mais sur les définitions de ces différents mots, en gros, j'ai pas compris. Mais Cyril va redresser le tir. J'aime bien te mettre la pression comme ça. Voilà. En gros, j'ai pas compris, mais Cyril va redresser le tir. Oui, alors du coup, ça tout repose sur moi. Voilà, c'est exactement ça. Alors, okay, alors la première chose que définissons. Je vais faire... Non, alors vas-y. La première chose que je vais faire, c'est un disclaimer, comme on dit en anglais. Non, j'ai pas compris non plus. Bon, j'ai pas compris non plus. On a d'autres épisodes qui sont mieux. Ce qu'on dit n'est pas gravé dans le marbre, n'est pas la Bible, on n'est pas Wikipédia. Non. Et particulièrement alors sur les clichés et les tropes, je pense qu'on peut avoir plein de définitions différentes, plein de façons de voir différentes. Et notamment concernant les clichés, l'idée de tout le monde, c'est de dire qu'il vaut mieux les éviter. Mais j'ai écrit dans mes notes parfois, un cliché est attendu, il a le goût d'un bon chocolat s'il est bien amené avec un thé. je sais rien dire. S'il est bien amené, qu'il est subtil et qu'il sert l'intrigue surtout. Donc tout ce qu'on va dire est à nuancer, évidemment. Absolument. Mais oui, parlons définition. Qu'est-ce qu'on alors déjà, et puis l'autre chose que je voulais dire aussi, sur laquelle on s'est entendu avant de commencer l'épisode, c'est quand on va parler de clichés, on ne parle pas de clichés stylistiques, oui, de formulation de phrases, de ce genre de choses, mais comme plutôt... les yeux qui brillent d'intelligence. Oui, t'en as d'autres. La chevelure qui cascade dans le dos. Voilà, clichés stylistiques. Nous, voilà. On voudrait plutôt discuter de clichés sur l'intrigue, la structure, ce genre de choses. Et puis les tropes, on va essayer de les définir aussi. Alors, puisque je pars sur les définitions, qu'est-ce que tu penses qu'on entend par cliché d'intrigue ? Et par trope, du coup. Alors d'abord, oui. d'abord sinon on va se mélanger. Ouais, mais alors bon, non, mais je vais dire, moi, je vais poser des questions et tu vas répondre parce que pour moi, il fallait définir le trope avant de définir le cliché, justement. Parce que moi, la définition que j'avais, le trope, c'est un élément narratif récurrent dans un genre ou dans une histoire, au point qu'il peut caractériser à lui seul le genre de l'intrigue dont il est issu, comme l'élu, par exemple, en fantasy, ou comme le enemy to lover en romance. Et en disant ça, on a eu une première discussion de fond qui était de dire est-ce qu'on n'est pas plus dans du sous-genre que dans du trope. Donc ça, après, on va développer. Et le cliché, donc, dans une intrigue, et pas stylistique, c'est un trope qui a été tellement utilisé qu'il en devient prévisible ou usé. Comme dans le polar, le flic dépressif ou alcoolique, ou dans la comédie romantique, le meilleur ami gay. Donc finalement... Voilà, moi j'avais donné mes définitions, je te laisse parler. Vas-y. Ce sont, pour le cliché, des choses qui sont ou qui étaient attendues par le lecteur, mais qui, à force d'avoir été utilisées, lassent le lecteur. C'est la scène ou le moment de l'intrigue où on se dit... Voilà. Évidemment, qui va faire ça. Voilà, évidemment. Voilà. Et du coup, on lasse notre lecteur. L'intérêt pour la lecture est grandement baissé, la qualité aussi. Donc, dans ce sens-là, évidemment que c'est probablement quelque chose à éviter. Alors, ta définition du trope, et je la rejoins, et puis c'est un mot moche d'ailleurs, trope, mais... C'est moche, mais on n'en a pas d'équivalent mais on ne trouve pas d'équivalent en français. Ouais. Mais on pourrait dire, pour simplifier, que c'est une scène qui est attendue dans un genre et qui, si elle n'est pas là, va quelque part manquer pour définir le genre.
Oui. Si on parle d'un genre littéraire comme le genre policier, c'est l'exemple que j'avais pris lorsqu'on en discutait en préparant l'épisode. Dans un roman policier, le lecteur s'attend probablement à trouver quelqu'un qui est mort et donc un corps. Donc c'est une scène qui va être attendue, la découverte du corps d'une façon ou d'une autre. On va s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui enquête pour résoudre ce meurtre, c'est-à-dire découvrir qui a tué cette personne, ou si c'est pas qui, pour quelle raison on a tué cette personne. Si on pense à Colombo, tout le monde voit au début de l'épisode qui a tué, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi la personne a tué, qu'est-ce qui l'a amené à tuer, et comment elle s'y est prise. Colombo, c'est même comment elle s'y est prise pour imaginer qu'elle va pas être découverte et condamnée. Oui, parce que Colombo, c'est encore quelque chose qui est très particulier et inhérent à la série, où on sait dès le départ qui est le meurtrier et comment ça. C'est la première scène, si je ne m'abuse, dans chaque épisode. Donc le roman policier, on a le corps et sa découverte, on a un enquêteur sous une forme ou une autre, avec des variations. Ça peut être un policier, ça peut être... Soit dépressif, soit alcoolique, soit les deux. Là, on retombe dans les clichés. Voilà. Mais ça peut être un policier, ça peut être un civil qui fait une enquête parce que c'est totalement injuste, les policiers ne s'y intéressent pas. Ça peut être un journaliste, une journaliste, ça peut être... un enquêteur, quel qu'il soit, qu'il soit professionnel ou amateur, mais il y a en tout cas un enquêteur, oui. Quelqu'un qui est à la recherche de la vérité. Et puis, une des scènes attendues, ça va être par exemple... la confrontation entre le meurtrier et l'enquêteur. Oui. Et puis, une dernière scène attendue, c'est est-ce que le meurtrier s'en tire ou est-ce qu'il va être attrapé ? Donc voilà. On a là des tropes, on a là des scènes attendues qui, si elles ne sont pas présentes, on n'est pas dans un genre policier. Si on n'a pas de corps, il n'y a pas de meurtre. Si on n'a pas de meurtre, on n'a pas un policier. On a une enquête sur un autre sujet, qui a fait la pollution de la rivière machin, qui fait des milliers de cancers, par exemple, mais on n'est plus du tout dans le genre policier. Vraiment voilà, plus. On est dans un mystère. Donc, on est dans une promesse non tenue. Oui. Enfin, si on dit au lecteur, c'est un policier et qu'on n'a pas de corps, on est dans une promesse non tenue. Et à contrario, donc finalement, on est dans une espèce d'équilibre, si j'écoute ce que tu dis, on est dans une espèce d'équilibre subtil entre le lecteur s'attend à avoir certains repères au fil du roman en fonction du genre et certaines scènes un peu obligatoires. Si elles n'y sont pas, il va être déçu. Mais à contrario, comment le défi pour l'auteur va être de mettre ces scènes-là, mais que son roman ne soit pas un copier-coller de tous les autres romans du même genre où on va retrouver ces mêmes scènes. Oui, parce que c'est particulièrement inintéressant de lire toujours la même histoire. Mais alors, comment fait-on, mon cher Cyril, pour contourner cet obstacle ? Donc, si on résume, et puis ça sera, on verra ça un peu plus en détail aussi, et sur la façon d'analyser les textes sur un prochain épisode qu'on a l'intention d'enregistrer, sur une méthode d'analyse qui permet de découvrir si ces scènes-là manquent pour un genre ou un autre. Ouais, puis alors là, j'ai hâte que ça va être un peu toi qui va... Tu vas me détester pendant cet épisode parce que c'est très, très geek, très analytique. Non, mais je ne vais pas te détester, je vais découvrir et je vais jouer l'intervieweuse de mon co-podcasteur parce que moi, je ne connais pas cette méthode et j'ai très hâte. On vous tease. C'est pour plus tard, ça, c'est pour plus tard. Mais on peut comprendre que le trope est attendu. En fait, il est même nécessaire dans un genre ou dans un autre. Et du coup, comment ne pas lasser ou où est la place de l'innovation pour notre auteur, enfin pour nous qui écrivons ce genre de romans aussi, enfin des romans de genre, on va dire. Est-ce que j'ai une question préalable qui me vient par rapport à ça ? Est-ce que les tropes sont plus indispensables dans certains genres que dans d'autres ? Est-ce qu'on peut s'en affranchir en fonction du genre ? J'ai envie de dire non. Pour être plus précis, dans un certain genre, si on reprend un exemple comme le policier, probablement, je dis ça arbitrairement, mais disons que 5 tropes, 5 scènes sont particulièrement attendues. Celles-là, si elles manquent, vont rendre le roman bancal. L'histoire, on ne sera pas plus tout à fait dans un policier, et on va
trahir la confiance du lecteur dans le sens où il attend d'avoir une certaine scène et il l'a pas. Même inconsciemment, hein, c'est une espèce d'inconscient collectif. Particulièrement, c'est ça, hein, c'est totalement inconscient. C'est-à-dire que les choses que je vous ai énoncées au début par rapport au roman policier, elles vous paraissent évidentes. Elles sont évidentes parce qu'elles sont inconscientes. Elles sont inconscientes parce qu'on se raconte des histoires en tant qu'être humain depuis la nuit des temps, depuis plus de 3000 ans, depuis qu'on a de l'écrit. Et même les histoires orales étaient comme ça. Ce qui fait que c'est gravé dans nos gènes, c'est gravé au fond de notre cerveau. Quand on se raconte une histoire, elle a toujours à peu près la même structure. On rejoint là les idées de le mythe du héros, de Campbell, et même de Story Grid, l'épisode qu'on va faire sur l'analyse des choses qui sont attendues genre par genre. Pourquoi c'est inné? On se raconte des blagues, on se raconte des histoires. Même nos enfants, quand ils se racontent les choses entre eux, quand ils créent des mondes, ça répond à ces choses qu'on a dans notre sang depuis la nuit des temps, depuis que les histoires sont transmises. Des repères. Donc, c'est à la limite de l'inconscience, ce qui fait que quand une scène comme ça va manquer, ça donne un truc du genre, j'ai bien aimé le roman, mais je ne sais pas quoi dire. Il y a un truc, quelque chose qui me manque. Je ne sais pas. Il était bien, mais pas. Voilà, c'est pas le super roman. Ou et des fois, c'est ça, quoi. Ou même, ça peut, je pense, dans certains cas, carrément perdre le lecteur qui à un moment donné. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est vraiment inhérent au trope, ou à l'absence de trope, mais moi, je sais que parfois, j'abandonne un roman parce que je ne vois pas où l'auteur veut en venir. Et à un moment, ça me perd si j'ai pas... Et je me demande si c'est pas ça, justement, si c'est pas le fait qu'il y ait certains jalons qui manquent, où il raconte des trucs, et à un moment, tu te dis, mais tu vas où? Ou tu sais, des fois, tu sais même pas qui est le héros, en fait. Ou il va y avoir par exemple, plusieurs fils narratifs avec plusieurs personnages et avec quelquefois plusieurs points de vue, et c'est confus. Et alors, on est peut-être sur autre chose encore, mais... Là, on commence à mélanger les choses, mais pour revenir au trope... Toujours, oui, mais je veux dire, parce qu'il n'y a pas ces repères qui permettent de te recentrer et puis de continuer d'avancer en disant, bon, ok, je suis en terrain connu, voilà, là, il y a un meurtrier, après, normalement, il doit y avoir le flic qui arrive, le flic ou son équivalent, oui, bon, il arrive, effectivement, donc ça va. Tandis que si tu as un meurtre et puis après, on parle de tout plein d'autres choses et tu vois jamais le flic arriver. Voilà, à un moment, tu te dis, mais... On change de genre, en fait. Et effectivement, il y a comme une trahison de confiance. On a clairement annoncé à notre lecteur le genre dans lequel on écrivait, parce que les premières scènes sont faites pour ça. Elles établissent les choses. Et donc, on rentre dans une espèce de schéma narratif dans notre tête, en tant que lecteur, et on s'attend à trouver ces choses-là. Donc, soit elles ne sont pas et on est déçu, soit on part sur d'autres choses, et alors on peut discuter, on peut arriver dans des sous-genres si on reste à peu près dans le policier, mais que... Ou un mélange. C'est possible aussi. Oui. Mais si on va trop loin, si les aliens débarquent au milieu d'un policier où tous les 2 tiers du roman, les 2 premiers tiers, c'était du procédural, c'est-à-dire une enquête, on a des analyses ADN, on a des interrogatoires, on est vraiment dans du roman policier classique. C'est peut-être les aliens qui ont fait le coup. Tu sors un peu des attentes du lecteur et il y a une espèce de traduction. Donc, pour revenir à ta question, je pense que un certain nombre de tropes sont absolument nécessaires pour définir le genre. Et si on a établi avec notre lecteur qu'on était dans tel genre et que les tropes n'y sont pas, il y a une déception. Et il y a des tropes bonus qui vont définir le genre, mais qui, s'ils sont absents, ne vont pas casser l'histoire ou l'intrigue complètement. Et donc, ça peut passer. Tout dépend de comment on amène les choses. T'as des exemples? Enfin, c'est pas pour te coincer, c'est juste pour des exemples de tropes. Ou dans ma... Si on parle du thriller, on est dans un sous-genre du policier. Oui. Une des scènes attendues est probablement la confrontation entre l'enquêteur et c'est souvent un tueur en série ou des choses comme ça. Mais lors de cette confrontation dans le thriller, les risques sont tellement grands pour l'enquêteur qu'il est à la merci du vilain, du meurtrier, et en gros, il va y passer. Et il va y réchapper de justesse. C'est une composante du thriller qui ne va pas être dans le policier. Mais tu peux très bien la contourner
dans le sens où ça va pas être forcément l'enquêteur qui Bah, va d'autant qu'il n'y a pas forcément un enquêteur nécessairement dans un thriller, je me permets. Si, on cherche à... Pas forcément un enquêteur, un héros qui est du côté du bien. Que j'appelle l'enquêteur, la personne qui est à la recherche de la vérité. Ouais. Non, je dis pas, c'est pas forcément un policier, c'est ça que tu veux dire? Oui. Non. Oui, non, mais qu'il n'y a pas forcément un process dans un thriller. Notre personnage principal cherche à découvrir qui tue ces gens. C'est ça le thriller. D'accord. Ok. Moi, je l'appelle l'enquêteur, l'investigateur. Non, mais c'est pas parce que notre personnage principal. Bon, on dévie, mais notre personnage principal cherche à découvrir qui tue ces gens. C'est du polar. C'est pas du thriller. C'est du thriller, ça peut être. Voilà, il y a un monstre qui enlève les enfants. Ah, non, c'est un mauvais exemple. Oh, écoute, voilà, vas-y, continue. Non, mais je sais pas. Non, mais ça restreignait. Mais c'est hors sujet, encore une fois. C'était juste que ça me perturbait le fait de mentionner un enquêteur dans le thriller. Parce qu'il y a pas c'est pas nécessairement un enquête. Il mène pas forcément une enquête. Ça peut être un héros qui subit aussi des événements. À partir du moment où la définition d'une enquête, c'est établir des faits qui amènent à découvrir quelque chose. Un journaliste fait une enquête. Retrouver où tu as perdu ton iPhone, quelque part, c'est une enquête. Tu vas chercher des indices qui vont t'amener à savoir où est-ce que tu l'as laissé la dernière fois. Oui, mais tu peux avoir un héros qui va subir les problèmes sans forcément avoir une enquête aussi. Dans enquête, il y a une notion de rationalité et de rassembler des indices et déduire des choses, etc., qui, à mon avis, n'est pas toujours le cas dans le thriller. Bon, on va faire un nouvel épisode sur le thriller. Tu sais ce que tu es en train de décrire, c'est un sous-genre du thriller. Ouais, il faut qu'on... On vous a dit que ça serait compliqué. Voilà, on vous a dit que ça serait compliqué, on se perd dans nos digressions, et voilà, donc, reprenons. Alors, si t'en étais où avant que je t'interrompe, et je suis navrée, je t'ai complètement interrompu. Ta question, sauf erreur, c'était est-ce qu'il y a vraiment... Non, je sais plus du tout, non plus. Est-ce que tous les tropes sont obligatoires? C'était ça la question? Non, c'était les exemples de tropes bonus. C'était ça. Donc, dans le thriller, normalement, il y a une confrontation entre... Je vais éviter le mot enquêteur. Non, mais je te relance pas, excuse-moi. Le personnage principal va être... la vie du personnage principal va être mise en jeu directement par le vilain de l'histoire. Oui. D'accord. C'est quelque chose qui est attendu, mais qui devient cliché en termes d'intrigue. Et donc, elle est moins obligatoire, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose d'autre. Le vilain de l'histoire peut menacer autre chose que la vie du personnage principal. Ce qui permet de répondre aux tropes, quelque chose de l'ordre de le super vilain va conquérir et faire un truc vraiment très très méchant, mais le sujet du truc très très méchant peut être différent. C'est pas forcément le personnage principal, il peut s'en prendre à la cousine, il peut s'en prendre à la population du village, ce genre de choses. Donc elle est obligatoire, mais pas obligatoire dans sa forme. C'est pas forcément le personnage principal qui va être menacé par le super vilain. Ça répond à ta question. Ouais, ça répond à ma question. Alors, ça me convainc pas complètement, mais parce que je pense que c'est, pour moi, le thriller est pas aussi cadré et mécanique avec. Mais. Ok, alors prenons un autre genre. Ouais, parce que je pense dans ce genre-là, justement. La fantasy. Ou le fantastique. Ouais. Alors, est-ce que, justement, par exemple, dans la fantasy, est-ce que le fait qu'il y a un élu qui y connaît rien au départ et qui est initié au secret d'un monde dont il ignorait tout et va progresser, avancer et s'apercevoir qu'il a une mission, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça relève du trope? Oui. D'accord. Et en soi-même, quand je le dis, je me dis c'est hyper cliché. C'est à la limite du cliché. Parce que c'est quasiment le truc comme la prophétie, quoi. Du coup, évidemment une prophétie. Comment on s'en sort? Eh bien, avec la façon de traiter ça et le fait que possiblement il y a un rebondissement, c'est-à-dire que
celui qu'on nous a décrit comme l'élu depuis le début ne l'est pas. Ouais, voilà. Alors, finalement, Donc, il va falloir faire quoi en tant qu'auteur? C'est-à-dire prendre le trope en fait, que tout le monde connaît et ces choses sont s'appuyer. attendues et c'est la façon de le traiter qui Ouais. est là. La liberté créative de l'auteur, elle est là. La façon de traiter le trope. Le trope, il est assez généraliste pour que tu puisses en faire des variations ou surprendre ton lecteur en le déplaçant un petit peu, en le retournant, ce genre de choses. Donc l'innovation, elle est dans la manière que l'auteur a de traiter les attentes du lecteur. Et il peut Tu même sais que ton se lecteur va servir. attendre un élu, Oui. mais il l'a tellement lu, cette histoire d'élu, qu'il faut que tu la tournes autrement. Oui, et le fait que l'auteur sait que le lecteur sait, c'est là que ça devient intéressant, effectivement, je pense, parce que l'auteur peut décider, prendre un malin plaisir à vraiment pousser le trope dans toutes justement ces caractéristiques habituelles et en faire un cliché, sauf qu'à la fin, pam, t'as un retournement de situation et C'est une des options possibles. et ouais, ça me plaît bien. J'étais toute excitée, je sais pas pourquoi. Mais d'accord, donc ça veut dire que finalement, pour s'en sortir, donc si on traduit ça, ça veut dire que les tropes sont un peu incontournables, attendus par le lecteur, dans le genre, hein, on parle effectivement de littérature de genre, attendus par le lecteur, et le lecteur à la fois attend le trope, mais attend quand même d'être surpris. Oui. Mais tout en ayant quelque chose où il trouve ses repères. C'est pour ça, c'est vraiment ténu, quoi. Une certaine on marche un peu sur un fil, effectivement. Oui, oui. Si on n'a pas une certaine... notre liste de tropes attendues, notre liste de scènes attendues, on appelle ça les conventions du genre. S'ils ne sont pas là, celles qui sont au cœur de ce genre-là, on n'est plus dans le genre et on déçoit notre lecteur ou notre lectrice. Et puis, à contrario, si on cherche en permanence à prendre le contre-pied de chaque trope pour faire justement un effet de surprise comme cela, je pense que le risque, c'est de se retrouver sur quelque chose d'ultra mécanique. De trop s'en éloigner ou d'être, oui. Et où on a certains... bon, j'ai pas de noms qui me viennent forcément, mais des auteurs qui se sont un petit peu spécialisés dans le rebondissement et le terme ne me vient pas, mais tu peux m'aider. Le climax ou le... Non, le fait le truc qui se retourne, le twist. Le twist d'intrigue où on t'emmène dans un endroit et puis en fait c'est pas du tout ça et tu t'aperçois que c'est complètement dans l'autre sens qu'il faut traiter l'information et ça c'est super intéressant. Alors, je pense notamment au roman La femme de ménage dont on parle pas mal en ce moment. Nous enregistrons début 2025 une américaine dont j'ai oublié le nom, mais sont des romans, il y en a 3 et Frida quelque chose. Je te vois qui cherche. J'ai cherché. Oui, mais je cherche. Et c'est assez représentatif de ce qu'on est en train de raconter, à savoir que je vais essayer de pas spoiler, mais c'est une nana qui sort de prison, qui a tout un tas d'ennuis, qui dort dans sa voiture, voilà, et qui va être embauchée comme femme de ménage chez une famille très riche d'un quartier huppé d'une ville des États-Unis, j'ai oublié laquelle, peu importe. Et on a toute une série, au départ, de clichés qui se succèdent dans l'intrigue, c'est-à-dire que oui, il y a cette nana qui est hyper pauvre, qui sort de prison, qui est avec sur sa tête toutes les menaces possibles de son conseiller qui lui dit il faut absolument trouver un boulot, enfin, etc., etc. Et quand elle trouve ce boulot, il y a au départ l'employeuse qui est super sympa, puis qui se met à plus être sympa, et il y a toute une succession de scènes. Alors, d'ailleurs, je ne saurais pas dire dans quel genre on est, mais je pense que ça relève du trope parce que c'est tout des scènes où on se dit, ouais, ben forcément, voilà, elle lui dit, elle la manipule, enfin, elle est horrible cette bonne femme, quoi. Je veux dire, elle lui dit, voilà. Ouais, ben forcément, c'est presque un cliché. Oui, mais justement, on t'endort en fait dans ce bouquin, ce qui est pas mal, c'est que tu es vraiment
Ça ronronne avec une mécanique un petit peu répétitive où à chaque fois la pauvre elle se fait embarquer par cette bonne femme qui la manipule et à chaque situation ça va de pire en pire et à chaque fois on se dit mais bah ouais évidemment fais pas ça. Tu sais c'est comme autre cliché la nana qui est avec sa lampe de poche il y a un bruit tu l'as mentionné cité, tu l'as mentionné il y a un bruit qui à est en l'étage chemise de nuit, il qui fait monte, nuit voilà pieds et nus, forcément elle y va sans son avec une téléphone bougie. avec une bougie et en laissant le téléphone en bas bon et tu dis non. Et dans La femme de ménage, moi, ce que j'ai trouvé fort, j'ai bien aimé ce bouquin, c'est qu'à un moment donné, tu as un twist qui te fait reconsidérer tout ce qui vient de se passer d'une autre manière. Donc, tu t'aperçois que tu t'es laissé embarquer dans un truc qui ronronnait et qui était super attendu, mais qu'en fait, tu t'es fait embarquer par l'auteur et que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait l'interpréter. Et la deuxième partie est super originale et Elle pas te du tout. retourne. Et elle te retourne. Alors bon, après, il y a plein de gens qui ont dit ouais, on s'en doutait, machin. Moi, je suis très bonne cliente. Moi, je me doute de rien du tout. Et j'ai trouvé que quand on arrive à la moitié de ce roman, on se dit ah ouais. Alors après, elle a construit les deux suivants. Les histoires sont différentes, mais on voit elle suit ce même schéma à chaque fois où tu fais la moitié du roman et puis à la moitié du roman, tu as une bascule et tu pars sur autre chose. Cela dit, le début, il me semble, on est dans un respect des tropes qu'elle a traité très intelligemment parce qu'elle a pris le contre-pied d'une manière originale et inattendue. J'avais l'impression que j'allais rien avoir à dire dans cet épisode, mais c'est mal m'auto-connaître. Mais bon, je suis peut-être complètement hors sujet, mais en tout cas, vous pouvez lire La femme de ménage, c'est sympa comme bouquin. Donc La femme de ménage de Frida McFadden. Voilà. Et c'est une trilogie a priori. C'est une trilogie, oui. Avec à chaque fois la même héroïne, mais à la fois avec quand même des similitudes, mais je trouve les trois, moi j'ai bien aimé les trois. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que d'après ce que je t'ai décrit, on est dans le sujet ? Totalement, c'est-à-dire que le genre fait qu'il y a ces scènes qui sont totalement attendues, mais la façon de les traiter bascule à un moment où... Alors le moment peut être dès le début ou à un moment clé et on est presque sur le twist. Et le traitement de ces tropes, limite clichés, qu'on a tous vus, qui sont à la fois attendus et lassants, le traitement qu'en fait l'auteur fait qu'il y a cette originalité, cette innovation, et c'est ça qui va faire le succès d'un bouquin, par exemple. Voilà, effet de surprise. Mais si le trope n'y est pas, on n'est plus dans le même genre, ou si on a plusieurs, on n'est plus dans le même genre, ou on est déçu du fait qu'il manque un petit truc. Même si la jeune femme qui monte ses escaliers en chemise de nuit, pieds nus avec sa petite bougie, c'est hyper cliché, quelque part, c'est attendu sous une forme ou une autre, à un moment ou à un autre du roman d'horreur ou du film d'horreur un peu série B, etc. Ça va toujours être attendu sous une forme ou une autre. Probablement, ouais. Encore plus en... T'en as une autre scène cliché qui est plus cinématique qu'autre chose. C'est tous ces gens qui se font ramasser par un bus par surprise dans les films. Il y a des montages sur YouTube de presque 30 minutes juste de ces scènes-là, les gens qui... Qu'est-ce que tu regardes comme film ? Incroyable. Je n'ai jamais vu un film avec des gens qui se font ramasser par des bus. T'es sérieuse ? Si, j'ai dû en voir, mais pas tant que ça. Il y en a énormément. Ah ouais ? Et c'est hyper cliché. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu es menacé, le mec te tient en joue et boum, il se fait ramasser par une bagnole. Oui, dans ce sens. Ah ouais, c'est facile, quoi. Bah oui. C'est comme le jumeau maléfique, quoi. C'est à la limite du Deus Ex Machina. Complètement. Et pourtant, il y en a plein les films, plein les téléfilms, plein la télé. Il y a des montages YouTube que de ça, qui durent des dizaines de minutes pour te dire à quel point il y en a, quoi. C'est-à-dire que la scène dure 3 secondes. Ah, je vais te tuer, bus, tu vois. Et c'est 30 minutes de ça. Donc, incroyable. Je comprends. Mais alors oui, et quel est l'effet ? Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est l'effet sur la personne qui regarde ou quand on est en littérature sur la personne qui lit. Est-ce qu'elle va l'effet de surprise, pour la scène du bus, l'effet de surprise est majeur sur le spectateur. Ouais, au bout d'un moment, c'est éculé, justement. Oui, mais ce qu'on recherche, c'est l'effet. Mais la façon de le faire, il faut le traiter différemment. Il faut arrêter d'utiliser des bus, par exemple. C'est quoi cette conversation ? D'accord, arrêtons. Alors, arrêtez avec les bus, les camions, quoi. Non, mais il faut arrêter d'utiliser le mécanisme qui fait disparaître le personnage menaçant d'un coup. Il faut un effet de surprise majeur à ce moment-là, pourquoi pas, mais on utilise autre chose. Il faut innover, il faut créer quelque chose de neuf par rapport à ça. Le but est le même, on veut, chez un lecteur, chez un spectateur,
un effet de surprise tellement grand que tu crées de la stupeur qui va twister ton histoire. Mais il faut arrêter d'utiliser ce que tout le monde a déjà fait, le bus qui renverse, Mais et qui est totalement incongru en plus. Oui, tu viens de dire un truc qui J'ai dit je plein de pense... trucs. Ouais, t'as dit plein de trucs, mais t'as dit... parmi les plein de trucs, il y a un truc qui m'a tilté. Enfin, tout m'a tilté. Cyril, c'était merveilleux. Voilà. Et j'ai oublié. Attends. Pardon. Ouais, mon Dieu. Oui, c'est quel est le but et quelle est l'intention de la scène. Et je pense que ce qui peut être intéressant en tant qu'auteur, voilà, c'est de se dire Se concentrer exactement là-desses. ça. C'est de se dire ce qui va me venir parce que j'ai la même mémoire collective que tout le monde et je vais vouloir me débarrasser de mon méchant. Ce qui va me venir, c'est il se fait cracher par le bus, mais quel est mon but? Quel est le but de cette scène? C'est de pouvoir sauver le héros d'une manière un peu spectaculaire et avec, si on est dans ce cadre-là, qui tient compte du contexte a priori urbain, etc. Donc, si j'analyse la raison de cette scène, je vais plus facilement pouvoir substituer le bus à autre chose, la ville à autre chose, parce que je comprends quelle est la fonction de sa scène. Parce que chaque scène a une fonction. Et après, je pense que tous ces tropes, s'ils sont simplifiés, enlevés de toute leur substance pour faire joli et simplifiés pour n'en retenir que leur fonction, c'est simplement l'articulation de ton histoire. Et celle-là, tu es libre ensuite d'habiller à nouveau la scène à ta manière. Encourager à le faire différemment. Oui, mais il faut réfléchir en fait, à l'intention derrière la scène. Donc en pratique, on peut très bien se permettre d'écrire la scène où le méchant se fait renverser par un bus d'un coup, lors de notre premier jet. Oui, tout à fait. Et de se dire, faudra que Parce que, en gros, c'est une note d'intention de l'auteur pour l'auteur qui dit là, je veux surprendre mon lecteur assez fort et qui est un effet de stupeur. Maintenant, ce truc est tellement cliché qu'il faut que j'utilise une autre façon de le faire. Mais le but de ma scène, c'est ça. Oui. Ouais. Et ça peut être vraiment intéressant, enfin, selon comme on écrit, pour ne pas justement se bloquer si l'idée innovante, originale ne vient pas tout de suite, ne pas se bloquer dessus avancer dans l'histoire. Et avancer dans l'histoire. Utiliser le bus, oui. mais en se disant qu'il faudrait l'enlever parce que si on le laisse, c'est par fainéantise, clairement. Et c'est une trahison quelque part de notre lecteur. Par fainéantise, Alors on le clairement, laisse, ouais. Sauf si, et c'est là, ça nous amène au deuxième, à la première chose, c'est convertir ces scènes avec originalité. La seconde manière de faire en tant qu'auteur, je pense, c'est utiliser le cliché au maximum, mais avec un recul humoristique. Donc, sauf si c'est justement, on pousse dans l'humour, mais avec peut-être, à la fin de la scène, un petit quelque chose qui va comment dire, quand même rassurer le lecteur, qui va se dire ah non mais il a joué sur ce cliché, mais il l'a fait exprès. Mais c'est très complexe. On avait l'image de marcher sur un fil avec ses tropes et ses clichés. Bah là, tu savonnes le fil. Hein. C'est compliqué. C'est dur de faire de l'humour avec ça. C'est très subtil. Faut pas aller trop fort. Faut pas aller trop léger. Je trouve que c'est un des arts les plus complexes. Faire rire les gens, déjà, c'est compliqué. De toute façon, oui, voilà. En soi, c'est compliqué. Mais oui. alors, utiliser les clichés à force, à des fins humoristiques, oui, c'est possible, mais ça me paraît complexe. Ouais, alors tu sais, je pense c'est peut-être hors sujet aussi, le film Mars Attack. Ça y est, ils vont savoir qu'on est vieux. Mais... bon, ils le savaient. Comme si on l'avait pas savait déjà. Oui, mais bon, jusque-là, on avait réussi à faire oublier le truc. La femme de ménage, c'est sorti il y a 3 mois. Voilà. Et pourtant, on a toi et moi, une définition de la vieillesse qui est probablement très différente qui est glissante, comme tout le monde. Parce que du fait de notre second métier. Mais oui. Quoi qu'il en soit, Mars Attack, oui. Qui est justement où il y a cet effet de surprise. Alors, Mars Attack,
tous Non, ceux mais les qui gens nous connaissent. écoutent, Vas-y. voilà. Oui, ils chercheront. En 2 mots, c'est Une invasion des Martiens. voilà, mais ça commence de manière éventuellement un petit peu sérieuse, avec, il me semble, bon après, voilà, je Enfin, revois, disons que mais le dans côté dramatique est traité avec sérieux. voilà, il y a un côté dramatique où il va y avoir une invasion de Martiens, il y a tout un processus où on fait Enfin, connaissance il y a de un manière... premier contact. Il y a un premier contact, mais il y avait la mise en place de l'intrigue est extrêmement classique, avec un peu comme tous ces films du même genre de Independence Day, les films comme ça, On est qui border sont cliché à chaque voilà fois. un peu blockbuster américain où voilà c'est l'Amérique est en péril parce qu'il y a les méchants aliens qui arrivent et heureusement il va y avoir un héros qui sort de nulle part et qui va sauver le monde alors qu'il n'était pas crédible à la base. Ça, c'est le cliché habituel de ces films de ce genre-là. Et dans Mars Attack, ça commence comme ça, où on a plutôt assez peur, où on ne sait pas sur quel pied danser, où on découvre divers héros dont on présume qu'on va les suivre. Et tout à coup, on tombe dans les Martiens qui sont ridicules et drôles aussi. Il y a tout le début, je sais pas si tu te souviens, mais moi, la première fois que je l'ai vu, il y avait vraiment cet effet de surprise où ils ont inventé, ils pensent qu'ils vont pouvoir pactiser avec les Martiens qui arrivent. Alors, ils ont fait toute une cérémonie où ils arrivent, ils posent la soucoupe et puis ils se pointent. Ils ont des têtes un peu inquiétantes, mais les humains se sont dit, OK, on va pouvoir communiquer avec. Ils ont créé une machine qui traduit, parce qu'ils parlent en blablabla, et puis c'est traduit par la machine, je sais pas si tu te souviens de ça. Et ils arrivent à la cérémonie en se disant, ils ont l'air très pacifiques, et la machine a traduit à chaque fois, nous avons des intentions pacifiques, nous venons en amis, etc. Et ils arrivent, et le président, regardé par toutes les caméras du monde entier, le président des États-Unis salue l'ambassadeur martien en disant, nous sommes tellement ravis de vous rencontrer, soyez les bienvenus sur Terre. Et le martien lui dit, mais merci beaucoup, et il sort un flingue et il le bute. Et à ce moment-là, il y a toute une espèce de panique complètement... Bon, je le raconte mal parce que je l'ai pas vu depuis des années, mais c'est l'idée de panique dingue. Et je me souviens qu'il y a la machine qui traduit « Ne courez pas, nous sommes vos amis, ne courez pas, ils sont en train de tuer tout le monde ». Et moi, j'avais trouvé que c'était extrêmement efficace, même si, bon, je m'en souviens pas dans le détail, comme vous pouvez tous le constater, pardon à ceux qui idolâtrent le film, mais j'avais trouvé ça efficace parce que justement, on bascule sur complètement autre chose tout à coup, et on était dans un truc hyper sérieux, qui fait peur, qui est un petit peu angoissant pour l'avenir, une espèce de dystopie assez inquiétante, et tout d'un coup on bascule dans le burlesque, et j'avais trouvé que c'était très réussi. C'était ma digression. Mais qui est tout à fait indiquée. Puisque, en gros, on a des tropes à la limite du cliché. L'invasion martienne, c'est une espèce de ce genre de la science-fiction, entre la science-fiction et le cataclysme, on va dire, et la dystopie. Et donc, il y a des scènes attendues, et le premier contact en est une. Et on est tellement dans un truc lissé, attendu, déjà vu, qu'on est à la limite du cliché, et puis on bascule, on switch complètement notre audience en basculant sur le côté burlesque. Exactement. Donc, mais c'est un pari. C'est une façon d'être innovant et original sur des trucs complètement trop clichés, quoi. C'est ça. Et c'est quand même un pari parce que, pour rester dans l'exemple de ce film, le spectateur qui... bon, après, je pense que ça s'est assez vite... la rumeur du type de film que c'était, c'est assez vite répandu, mais j'imagine que les premiers spectateurs de ce film qui sont allés le voir en se disant « Ouais, je vais voir un film qui fait peur sur une invasion de Martiens, genre Independence Day », ça fait un peu de choc des cultures quand même. Voilà, mais soit elle est belle, soit elle est pas belle, parce que tu peux avoir aussi... tu dois, si tu veux que ça fonctionne, tu dois pas trop dire en amont, ça va être un truc drôle, mais tu peux perdre ceux qui s'attendaient à autre chose. On parle d'un film, il n'y a que ceux qui étaient dans la première salle, la première diffusion, qui ont été surpris. Après, le mot s'est répandu. Évidemment. Oui. Mais je pense que, voilà, dans un livre, c'est un petit peu la même chose. C'est que tu fais des paris, et puis, on parlait dans un autre épisode de la confiance. Tu instaures quelque chose avec ton lecteur qui est de l'ordre de viens, je t'emmène en voyage, tu sais pas trop où tu vas aller, mais
oublie tout ce que tu sais et tu vas être surpris. Et puis le message, ça peut être un peu ça, et où tu dis ouais, mais tu parles, c'est des tropes, c'est des choses qui sont complètement attendues, c'est complètement cliché, et puis en fait tu prends le contre-pied. Et je trouve que l'usage du cliché narratif, parce que là on est au-delà du trope, de cette manière, si c'est bien fait, c'est bien. Après, il faut y arriver. Là, on est dans le cliché, le si c'est bien fait, c'est bien. Mais on a dit qu'on parlait pas de clichés stylistiques. Oh, merci, c'est très riche aussi. Si c'est bien fait, c'est bien. C'est bien. Bon, bref, voilà. J'essaye d'apporter ma pierre. Je vois sur tes notes que tu as un petit paragraphe sur les conseils pour utiliser les tropes et les clichés de manière intelligente ou intelligemment. Ouais. Mais je crois que c'est un petit peu ce qu'on a dit, en fait, parce que c'est savoir pour les utiliser, je pense que c'est important de bien connaître le genre dans lequel on écrit pour les connaître et les identifier. Et c'est ce que j'avais noté dans savoir dans quel genre ils sont incontournables pour plaire au lecteur, et définir un petit peu justement à quel point on respecte et à quel point on les détourne. Comme on l'a expliqué tout au long de l'épisode, je pense que c'est vraiment un équilibre assez subtil à trouver. Et pour ça, sans doute qu'il faut lire pas mal dans le genre dans lequel on écrit. Si je devais donner un conseil, ce serait celui-là. Il y a quand même, moi j'ai trouvé toute une liste de liens sur les internets qui permettent de découvrir les tropes. Qu'on mettra en note, on mettra en note de l'épisode. Alors, ils sont souvent en anglais, hein, malheureusement, puisque, mais on a des sites comme All the Tropes, on a le Tropédia de Fandom, et puis TV Tropes. Et ça, ils les listent par genre, par sous-genre, par catégorie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu, quel type de scène, quelle partie dans l'intrigue sont attendues. Ce qui permet de s'accoutumer à pas les rater finalement, à savoir lesquelles sont vraiment nécessaires, et puis vu qu'elles sont écrites noir sur blanc, j'en fais un truc féminin, mais peut-être que c'est pas le cas. Mais ces scènes-là qui sont attendues, vu qu'elles sont noir sur blanc, à pouvoir plus facilement les tordre, les rendre de manière plus créative pour garder l'intérêt du lecteur. Donc si on résumons, les tropes. C'est bien. Voilà, merci. Merci de nous écouter. Abonnez-vous. On aime la littérature de genre, donc les tropes, c'est bien, c'est attendu, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas tomber dans le cliché, et la liberté créative de l'auteur, elle est sur la façon de les traiter. Et pour les traiter, il faut avoir compris quel est leur rôle et leur fonction dans l'intrigue. Dans le genre et dans l'intrigue, oui. Bon courage. On est bon. On vous laisse avec ça. On vous laisse avec ça. On vous mettra dans les notes de l'épisode les sites auxquels Cyril a fait référence. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous donner votre avis sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux, la manière dont vous voyez les tropes, vous, en tant qu'auteur, en tant que lecteur. Et on adore vous lire et on vous répondra. Et on vous dit donc à dans 15 jours. Merci Cyril. Et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments il est très lent, par moments il va très fort. Vous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.